Naturellement, j'ai dit à mes parents en fait que je voulais reprendre l'entreprise. Ça a été un non, un pur et simple non, sans franchement de négociation possible, parce que le monde du bâtiment, une femme, c'était compliqué et ils voyaient pas ça pour moi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphanie Gérifaut et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Parpaing et Sac à main, le podcast qui met en lumière des femmes ayant des métiers atypiques ou plus classiques dans un secteur parfois jugé très traditionnel, le bâtiment. Au détour de conversations, découvrez avec moi leur quotidien en tant que femmes, chefs d'entreprise ou salariés, leur parcours, leur vision du secteur, leurs challenges, leurs doutes et leurs réussites. Stop! Découvrons sans plus attendre cette nouvelle conversation de Parpaing et Sac à main. Au petit accent de Johanna Tamietti-Richer, vous comprendrez que nous partons dans le sud à la rencontre d'une femme dynamique, authentique, engagée, avec de la volonté et pas mal d'humour, ce qui fait que j'ai passé un très très bon moment. Johanna dirige une entreprise de plomberie, chauffage sanitaire et électricité dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, pourquoi l'avoir interviewée? Pour plein de raisons. Un, pour son mental et sa réelle envie de travailler dans cette entreprise familiale qui est quand même née 5 ans avant elle, alors que son père en avait plutôt décidé autrement et qu'elle a mis beaucoup de motivation et d'implication pour y arriver. Elle a même passé 3 CAP après son BTS génie climatique pour démontrer qu'elle pouvait être à la hauteur techniquement. Donc oui, nous parlerons légitimité. Nous parlerons aussi de grandir dans une entreprise familiale qui peut prendre beaucoup de place quand on est un enfant. Nous parlerons également implication. Johanna est une femme, comme je vous le disais, engagée, notamment entre autres auprès de la Fédération française du bâtiment de son territoire. Et comme elle l'exprime tel le petit colibri, elle participe à son niveau à faire avancer les choses. Donc on parlera forcément de charge mentale, de famille, de la difficulté aussi de placer le curseur entre l'implication que l'on donne à sa propre entreprise et sa propre santé. C'est pourquoi je pense que beaucoup pourront se reconnaître dans cet épisode. Bienvenue dans cette nouvelle conversation. Bonjour Johanna. Bonjour Stéphanie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. J'en suis ravie en tout cas pour ma part. Je suis aussi ravie de vous rencontrer, oui. Pour démarrer, rentrons dans le vif du sujet. Mais avant ça, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter en une petite phrase? Johanna, j'ai 36 ans, je suis maman d'un petit garçon et je suis gérante de 2 sociétés dans le génie climatique, dans les Alpes de Haute-Provence. D'accord. Alors Johanna, j'ai l'impression que gérer l'entreprise de votre père n'était quand même pas une histoire a priori toute tracée, écrite. Je vais faire déjà un premier jeu de mots qui est complètement bidon. Votre enfance a été sûrement baignée dans cet univers très chaleureux de l'univers du chauffage et ça sera ma dernière. Mais comment est-ce que vous êtes arrivée à en faire votre métier puis de diriger aussi cette entreprise familiale? Effectivement, oui, j'étais baignée dans le monde du bâtiment dès ma naissance puisque l'entreprise a 5 ans de plus que moi. Donc j'ai toujours vécu là-dedans. En plus, l'entreprise étant artisanale, elle était à la maison. Donc j'ai vu les coups de téléphone tard le soir. Ça aurait pu me dégoûter, mais non. C'est vrai qu'arrivé en 3e, quand la question de l'orientation s'est posée, naturellement, j'ai dit à mes parents en fait que je voulais reprendre l'entreprise. Quelle a été la réaction? J'ai pas eu la réaction à escompter. Ça a été un non. D'accord. Un pur et simple non, sans franchement de négociation possible, parce que le monde du bâtiment, une femme, c'était compliqué et ils voyaient pas ça pour moi. Okay. Donc je suis partie sur des études d'informatique, en génie électronique, et puis arrivée en seconde, quand on a fait un stage et que je me suis retrouvée avec ma prof d'électronique, je suis retournée voir mes parents, j'ai dit c'est pas possible, je peux pas faire ça de ma vie et franchement je me vois pas faire autre chose. Donc pour convaincre mes parents, il a toujours fallu monter un peu des dossiers argumentés. Donc j'ai fait des recherches, j'ai trouvé un BTS en génie climatique et j'ai dit tu vois, le bâtiment c'est pas que le terrain, c'est pas forcément que le chantier, donc je pourrais faire les études et donc finalement ils ont dit oui. Je suis partie sur Grenoble pendant 2 ans, j'ai fait un BTS et à l'issue de ce BTS, j'étais toute contente d'intégrer l'entreprise quand mon père m'a dit non mais attends, en fait faudra passer un CAP de plomberie quand même. Faut pas s'emballer. Voilà. Et donc du coup je me suis retrouvée à passer un CAP de plomberie. Quand j'ai cru que c'était fini, il m'a fait passer le CAP de chauffage. D'accord. Et quand ça a été fini, j'ai passé celui d'électricité. Donc vous avez passé 3 CAP en plus du BTS. sur chaque
sur chaque métier. Bon, après, j'avais quand même l'atout d'avoir un BTS en poche. Du coup, j'avais que les cours pratiques à suivre. Mais aucun regret parce que, en fait, ça m'a donné beaucoup de crédibilité auprès du personnel de l'entreprise. Et puis, du coup, quand je parle avec eux, je comprends de quoi je parle. Parce que c'est vrai que sorti du BTS, c'était pas très concret. Donc, ça a donné beaucoup de consistance aux connaissances que j'avais acquises. Et vraiment, aujourd'hui, je le remercie parce que c'est vrai que c'était très utile de le faire. Et donc, voilà, du coup, j'ai intégré l'entreprise petit à petit. Et puis, de la gestion administrative au dimensionnement et maintenant au chiffrage et suivi de chantier, je crois que je touche à peu près à tout, sauf au terrain, puisque ça, je le réserve à nos techniciens. Le terrain, du coup, vous l'avez connu au début? Même pas parce que, en fait, j'allais que en cours et j'ai jamais fait de pratique sur chantier. Donc, on va dire que je viens plutôt en appui technique sur la régulation, les choses comme ça, quand vraiment ils sont débordés. Mais je n'ai pas assez la patience qu'ils ont pour être sur le terrain. Ça demande vraiment beaucoup de concentration, d'application. Et puis, c'est pas un travail facile pour une femme, puisque, il faut le dire, malgré tous les nouveaux outils qui ont été mis en œuvre, lorsqu'il fallait que je cintre des tuyaux cuivre ou acier, et malgré mes quelques kilos, je n'y arrivais pas si facilement que ça. Donc, ça demande quand même une force aussi physique pour la partie travaux que il faut pas nier. Ouais, ça faisait partie d'une de mes questions. Pour une femme, ça peut être compliqué. Pour une femme et puis pour un homme aussi, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on pose des pompes à chaleur, elles font entre 2 et 400 kilos. Donc, malgré les outils de levage et compagnie, il y a toujours un moment où on est obligé de soulever et c'est vrai que ça demande de la force physique, donc c'est une organisation aussi. Après, je pense que rien n'est impossible. Ça demande de l'outillage adapté et puis de la volonté aussi. Après, j'ai quelques consoeurs qui sont sur le terrain et que j'admire beaucoup. Mais voilà, il est clair qu'on va choisir le type d'activité qu'on fait parce que même un bac à douche aujourd'hui, quand vous prenez un bac à douche qui fait 170 par 90, toute seule, c'est pas possible. Donc, non, il y a des adaptations qui sont possibles. Dans le métier, il est tellement vaste qu'il y a forcément des activités qui sont plus adaptées que d'autres. Après, encore une fois, même pour un homme, je veux dire, c'est déjà lourd et contraignant. Donc, pour moi, il n'y a pas d'histoire de sexe, entre guillemets. C'est plus vraiment une histoire de conditions physiques. Et peut-être de l'adaptabilité aussi. Petit à petit, il faut que ça évolue aussi. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez vues en évolution aussi sur le matériel. C'est sûr, dans le conditionnement des produits aussi, pour les soulever. Aujourd'hui, il y a des sangles, il y a des lèvres clim. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils quand même. Mais c'est quand même physique. Sur la plomberie, peut-être plus simple. Après, il y a, encore une fois, on a un métier extrêmement vaste. Ouais, c'est ça, Après, on a le métier de la maintenance, qui est là un métier où il y a moins besoin de force physique, mais il y a besoin d'avoir un cerveau agile pour retrouver les pannes, faire du diagnostic. Et ça, ce sont tout à fait des métiers qui sont à la portée de tous et de toutes. Vous arrivez à recruter des femmes alors déjà, à recruter peut-être tout court. Recruter tout court est déjà une difficulté, mais des femmes, j'ai reçu mon premier CV cette semaine. D'accord. J'ai hâte de rencontrer cette jeune femme, voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. En apprentissage ou Alors, c'est une reconversion apparemment qu'elle me demande, mais j'ai reçu le CV, je ne l'ai pas encore étudié, mais d'abord, je veux la rencontrer et je ne suis absolument pas fermée, au contraire. Je reviens un peu sur la notion, vous parliez tout au début de crédibilité. Ça veut dire aussi que votre papa, il avait besoin d'affirmer et de montrer la légitimité que vous pouviez avoir aussi. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, je sais pas trop comment il l'a vécu lui. Je pense qu'il était plus inquiet pour moi et la difficulté que je pourrais avoir à trouver ma place, aussi bien dans l'entreprise que vis-à-vis des fournisseurs et des interlocuteurs. Autant avec les clients et les fournisseurs, ça s'est fait très naturellement parce que de toute façon, c'était moi la nouvelle interlocutrice et puis en négociation, on va dire que ça se passe plutôt bien. C'était plus, et là aussi d'ailleurs vis-à-vis des clients, en termes de légitimité technique, de montrer que je comprends ce que je dis, que je raconte pas n'importe quoi. Et donc du coup, c'est vrai que ça a pris un peu de temps. En plus, étant une entreprise familiale, quand j'ai intégré l'entreprise, certains des salariés étaient déjà là depuis 10, 15 ans. Et vous avez même vu grandir? Certains m'ont même amené à l'école. Donc ça a été difficile de trouver sa place parce que
que j'ai jamais voulu jouer les petits chefs non plus. Donc, je voulais pas m'imposer, mais pour autant, il fallait quand même arriver à se faire respecter. C'est pas tous les jours facile, mais bon, on est une bonne entreprise et il y a une très bonne ambiance. Donc, même si je me fais charrier, comme encore ce matin, parce que je sais pas conduire, c'est rigolo. On a une moyenne d'âge d'à peu près 30 ans, comme moi, et on a des relations qui sont particulièrement sympathiques quand même. J'avais vu un post que vous aviez fait sur LinkedIn. Vous aviez évoqué justement ces 40 ans de la société, qui étaient synonymes de joie et d'emmerde. Bon, il y avait des petits astérix. C'est plus quoi alors ? J'ai envie de dire que ces dernières années, la part d'emmerde, elle grossit. Plus parce que le contexte économique, les difficultés de livraison, l'augmentation des coûts, vient compliquer notre quotidien qui était déjà pas facile. Des joies parce que on cultive la réussite, on cultive le savoir-faire, la qualité. Et du coup, quand on a la reconnaissance des clients, de nos pairs, c'est vraiment satisfaisant et c'est très appréciable. Après, voilà, dans chaque bon côté, il y a aussi son lot de difficultés. Aujourd'hui, c'est vraiment l'approvisionnement qui se complique. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai dit à mon père, mais quand même, je comprends pas, t'arrives pas à faire un planning. Comment tu te débrouilles, quoi ? Bon, on est 16 ans plus tard et j'arrive toujours pas à faire un planning. Enfin, après, le planning, il est grossier, mais il change tous les jours. Ouais. Parce que, il y a des aléas. Tous les jours, que ça soit le matériel qu'on n'a pas reçu, celui qui est pas complet, le client qui est malade, qui nous a oubliés. Il y a vraiment chaque jour son lot d'imprévus. Et donc, il faut savoir être agile, rebondir, s'adapter. Et ça va qu'on a un carnet de commandes qui est suffisamment rempli et qui nous le permet, mais il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres. L'avantage d'être une entreprise familiale, c'est que on supporte ça tous ensemble. Ouais. Et c'est ce que je dis souvent à Méga, c'est qu'on est une équipe, aussi bien dans le bon que dans le mauvais. Donc, quand on a des imprévus, des annulations, on est tous ensemble à se dire « Ah ouais, mais attends, là, j'avais pas fini ce chantier, je peux y retourner, c'est prêt. » Ouais, pour rebondir. Ouais, parce que on a beau essayer de tout gérer, parfois on oublie certaines choses et donc c'est ensemble qu'on y arrive. Vous trouvez que du coup le métier en tant que tel a changé entre l'époque où votre père gérait la société et maintenant, vous voyez alors une différence sur le métier en tant que tel ou c'est l'environnement qui change? Tout a changé. Ça a changé pour plusieurs raisons. La première, c'est que mon père donc était un artisan, même si lorsque j'ai intégré l'entreprise, on commençait déjà à être un peu structuré, on avait 4-5 personnes. Donc le fait d'être plus nombreux déjà nécessite une meilleure organisation, une meilleure anticipation, ce qui n'est pas évident tous les jours. Mais oui, ça a changé. Le bouche à oreille, ça marche, mais un peu moins qu'avant. Il faut être sur les réseaux sociaux, il faut faire du réseau. Et ça, mon père a parfois du mal à le comprendre. Mais oui, c'est inéluctable. Qu'est-ce qu'il dit ? Parce que je présume qu'à sa différence, vous incarnez plus personnellement l'entreprise aussi, parce que vous êtes présente sur les réseaux. Quelle est sa vision justement des choses par rapport à ça ? Je pense qu'il est partagé, il a un côté de fierté, il me le dit de temps en temps. Mais c'est vrai qu'il a parfois du mal à comprendre l'intérêt qu'on peut y retrouver. Moi, j'essaye surtout de défendre cette profession dans laquelle j'ai grandi, même si je réalise pas, même si j'exécute pas, je vois toutes les difficultés du terrain et j'essaye de travailler au travers de mes engagements, par exemple à la Fédération du bâtiment, à faire évoluer certaines réglementations, certains textes, certains référentiels pour justement les ajuster à ces difficultés de terrain. Et en fait, je me dis que si les gens comme moi, on le fait pas, personne le fera. Donc parfois, comme aujourd'hui, il comprend pas que je sois ici, mais c'est nécessaire. Oui, c'était aussi une de mes questions par rapport aux engagements et à l'implication que vous avez, notamment autour de la Fédération française de bâtiment. Il y a des choses que j'aimerais voir évoluer. Du coup, je m'implique et j'essaye moi-même, à mon échelle, de faire bouger les choses. C'est ça. J'ai toujours apprécié la petite histoire de Pierre Rabhi sur le colibri. Oui, sur le colibri, oui, c'est vrai. L'histoire de dire que un tout petit oiseau, il peut aller éteindre le feu de la forêt parce qu'il en a la volonté et qu'au moins il a essayé. C'est un peu pareil. C'est de se dire, se plaindre, râler, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut essayer de changer les choses. Quelles sont vos plus grandes fiertés ? Mon fils. Professionnellement parlant, je pense que c'est plus ce sentiment en fait d'être utile, d'arriver à accompagner nos clients à trouver des solutions là où peut-être ils n'en voyaient pas, qu'elles soient techniques, financières. C'est de voir le travail de qualité que font nos gars tous les jours. Ils ont été vraiment formés par mon père et ça se ressent avec cet esprit MacGyver aussi, de trouver des solutions là où des fois on a l'impression qu'il n'y en a pas. Sur ce point d'ailleurs, vous me précisiez avant
cette interview que votre papa avait formé 45 apprentis, c'est ça, en 40 ans? En 40 ans d'entreprise, oui. Ça aussi, c'est une vraie fierté parce que dans l'entreprise, on est convaincu de l'utilité de l'apprentissage. Et c'est de voir qu'aujourd'hui, nos confrères sont des anciens de l'entreprise pour la plupart et qui continuent de travailler aussi bien que ce qu'ils faisaient dans l'entreprise. Et lors des 40 ans de l'entreprise, justement, j'ai eu beaucoup de plaisir à tous les inviter nous rejoindre. D'accord. Et je pense qu'ils étaient aussi tous contents de revenir. Voilà, on est une entreprise familiale et on aime partager ce goût du savoir-faire et du savoir-être aussi. Et l'apprentissage, c'est l'avenir, clairement. Est-ce que vous arrivez à trouver votre place en tant que femme dans cet univers très masculin? Oui, aujourd'hui, je me pose même plus la question. Bon, je dis pas, ça arrive encore que je me rende sur un rendez-vous pour faire un devis, je toque à la porte et puis oui, c'est pourquoi? C'est pour le devis de remplacement de votre chaudière. Ah bon? Mais il est où le plombier? C'est moi. Donc oui, ça arrive encore que ça surprenne que ce soit une femme. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en négociation pour un gros chantier et le responsable des achats du groupe, il me dit mais vous faites ça depuis longtemps en gros, vous y comprenez quelque chose? J'ai dit oui, je pense. C'est encore assez fréquent? Non. Aujourd'hui, c'est plus anecdotique, mais du coup, ça me fait sourire parce que c'est vrai que quand je suis rentrée dans l'entreprise il y a 16 ans, c'était presque du quotidien et maintenant, c'est assez naturel. Et puis, je le prends avec le sourire, alors ils le prennent aussi à la rigolade. Quelle est votre vision de la féminisation dans l'univers du bâtiment? C'est une très bonne chose. Après, il ne faut pas que ça soit une obligation, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit un choix des femmes, une envie d'y aller, mais comme pour tout, comme pour la politique, dans tout métier, il faut que ça soit naturel, il faut qu'elles aient envie. Souvent, quand je vois des photos, là, la semaine dernière, sur LinkedIn, il y avait une photo de la CCI et il n'y avait pas une femme. Du coup, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de dire ça manque de féminisme, tout ça. Après, en tant qu'élue, je sais à quel point ça demande de l'investissement. Je sais à quel point ça demande du temps. Et concilier la vie de famille, la vie de travail, la vie d'élu, c'est beaucoup de contraintes, c'est aussi beaucoup de plaisir. De compromis aussi. Voilà, ça demande beaucoup de compromis, ça demande aussi beaucoup de soutien de l'entourage, ce que j'ai énormément avec un mari qui assure à la maison, des parents au top, parce que clairement, s'ils n'étaient pas là, tous les trois, ça serait pas faisable, parce que quand on est maman, qu'on est chef d'entreprise, ou même salarié investi, je veux dire, ça demande des grosses semaines, et donc beaucoup d'organisation aussi. Donc vous arrivez à gérer les deux, mais par un entourage aussi. Je sais pas si j'arrive à gérer, mais en tout cas, ça marche à peu près. Mais oui, clairement, la dernière fois, j'en discutais, j'ai une semaine type. Donc, le lundi, c'est mon mari qui récupère le petit. Le mardi, il est chez mes parents. Le mercredi, c'est moi. Le jeudi, c'est mon mari. Le vendredi, c'est moi. Et quand je dis ça, en fait, les gens, ils croient que je suis séparée. Parce que du coup, c'est tellement... Mais à un moment, aussi bien pour mes collaboratrices que pour moi, j'ai besoin qu'il y ait un cadre comme ça assez défini. Bien sûr. Parce que je sais que du coup, le mardi soir, je peux travailler tard, que le lundi, je peux faire des rendez-vous et ainsi de suite. Donc oui, ça demande beaucoup d'organisation et effectivement de compromis. Mais comme je dis souvent, je préfère passer moins de temps avec mon fils, mais qu'il soit qualitatif, que de rentrer tôt à la maison. Et puis peut-être de ne pas être hyper épanoui non plus. Ah, c'est sûr que pour avoir vécu le Covid enfermé chez moi, je suis définitivement pas faite pour être femme au foyer. Donc non, c'est sûr que je m'épanouis énormément dans toutes ces missions que je prends à droite, à gauche, que j'ai dû recentrer quand même, parce que c'est vrai qu'à un moment, on aimerait être partout. Bien et c'est pas possible. À un moment, j'ai cumulé les prud'hommes, la chambre de métier, la Fédé, l'UMGCCP, le GSEC. Ça faisait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, effectivement, quand on liste comme ça. Donc, du coup, il faut savoir aussi se recentrer. Et puis après, il y a un temps pour tout. Donc, ça tournera. Oui, puis se recentrer, prioriser, puis même de dire quand c'est difficile, parce qu'une fois, vous avez dit, si je devais définir 2022, je dirais adaptation, combativité, résilience. L'année fut difficile moralement surtout. Je trouve que c'est plutôt beau d'assumer que tout n'est pas simple, qu'on n'est pas des superwoman non plus. C'est sûr. Clairement, je m'en cache pas. 2022, j'ai frôlé le burn-out. Donc, heureusement, avec le soutien de ma maman, sans faille, elle m'a sorti de là vite fait, bien fait. Mais en fait, parfois, on veut tellement tout faire, tout bien faire. Et c'est vrai que j'ai été élevée comme ça. J'ai un niveau d'exigence avec moi-même qui est quand même assez élevé parce que je considère que je peux pas attendre des autres si je me l'implique pas à moi-même. Et c'est vrai que on se laisse prendre
dans cette espèce de quotidien effréné. Et sans s'en rendre compte, on finit par manquer de se noyer parce qu'on est dans cet océan à ramer, et puis jamais voir le bout de la terre, en fait. Et avec le recul, alors du coup, si vous aviez à redonner un conseil à Johanna sur l'année... Je me le redonne actuellement parce que je sens que c'est pas loin non plus. Et ça demande de savoir dire non. C'est quelque chose que j'ai appris trop tardivement, mais faut savoir se fixer des limites aussi. Je suis du genre à tout donner pour mes clients, pour mes gars, pour ma famille. Malheureusement, il y en a qui en abusent. Et en l'occurrence, l'année dernière, il y a quelques clients qui en ont peut-être un peu abusé. Et il a fallu que je finisse, grâce à mes gars aussi, à dire stop. Parce qu'à un moment, ils ont vu que je me laissais bouffer et ils ont pris le relais. Et ça m'a vraiment réconfortée de ne pas me sentir seule et de les sentir là à côté de moi à me soutenir. En équipe. Ouais. Parce qu'en fait, au quotidien, tout le monde râle. Mais c'est dans la difficulté vraiment que j'ai pu voir que je pouvais compter sur eux et ça n'a pas de prix. Est-ce que le fait d'être dans une entreprise familiale et donc de travailler en famille est plus difficile que de travailler justement sans ce poids familial? Poids ou pas poids, d'ailleurs. Du coup, j'ai jamais connu autre chose que l'entreprise familiale, donc je saurais pas dire comment ça se passe dans les autres entreprises. En tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est plus confortable qu'inconfortable. C'est pas tous les jours rose, attention. Que vous avez peut-être pas vu votre papa aussi tout le temps au début. Alors, c'est vrai que je suis née et j'ai grandi dans cette entreprise que je considère souvent comme ma grande sœur, puisqu'elle était là avant moi. De 5 ans votre aîné, c'est ça? C'est ça, ouais. Mes parents ont fait de 5 en 5. 82 l'entreprise, 87 moi et 92 ma sœur. Et c'est vrai que donc dans cette entreprise, ma mère qui était salariée travaillait bénévolement avec mon père. Elle lui faisait toute la rédaction des courriers, lui tapait les devis et tout, en plus de son travail. Et c'est vrai que quand je suis partie et que je suis revenue après mes études pour intégrer l'entreprise était toujours dans la maison. Et j'ai dit à mes parents, ça va pas être possible ça. Enfin, je veux dire, je suis partie de la maison, c'est pas pour revenir à la maison de travailler. Donc bon, on a aménagé un petit bureau et tout. Et pareil, j'avais dit à mes parents, non mais moi, faire ce que vous avez fait, jamais de la vie. Moi, il y a un secrétariat, des horaires. Les gens, ils appellent plus à 21 ou 22 heures. Donc bon, ça a pris du temps, mais ils m'ont avoué quand même qu'ils ont revécu le jour où j'ai sorti le téléphone de la maison. Donc ça a été un premier changement. Donc vous leur avez apporté aussi le fait de sortir un peu de là, de lever la tête et, c'est sûr que... et de faire la coupure aussi et cette distinction entre la vie d'entreprise et la vie personnelle, même si bon, ils travaillent ensemble. Tout à fait. Mais alors du coup, ma mère m'a lâché le bébé hyper rapidement. S'en est presque débarrassée. Bon, après, elle a toujours été à mes côtés pour me former justement à toute la partie administrative, mais c'est vrai que j'ai senti qu'elle se déchargeait quand même de ce poids. Pour moi, c'était plaisant aussi parce que j'étais en confiance et c'était beaucoup de reconnaissance aussi, tout ce qu'elle me confiait. Après, c'est un gros atout parce que on se voit tous les jours. Du coup, je profite plus effectivement de mes parents, surtout de mon père que je voyais pas énormément quand j'étais plus jeune. Et des fois, il nous amenait même en vacances et puis après, il repartait. Et puis, il revenait nous chercher. Donc, c'est très plaisant de pouvoir rattraper un peu ce temps perdu et de vivre de nouveaux moments aussi. Ouais. Surtout que pour le coup, avec mon père, on a une très grande complicité. Des fois, on n'a pas besoin de parler, on s'est compris. Des fois, ça agace un peu ma mère, je crois. mais c'est vrai qu'on partage beaucoup et c'est très plaisant. Donc ça, c'est une force. Après, c'est vrai que des fois, c'est pesant. Il y a beaucoup plus de mieux que de moins bon. C'est aussi surtout une force parce que comme ils savent ce que c'est, ils sont très présents pour moi et dans l'éducation de mon fils aussi. Et rien que ça n'a pas de prix. Merci Johanna pour ce beau témoignage. Je pense que ça peut sûrement faire écho aussi à d'autres personnes. Oui. Après, encore une fois, moi aujourd'hui, c'est ma famille qui me soutient. Après, on peut avoir des proches. Mais je pense qu'une aventure comme ça, c'est surtout réalisable si on sait s'entourer des bonnes personnes, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire tout seul. On a besoin d'aide. C'est clair. Avant de terminer et conclure cet échange, je vous propose des questions pour un parpaing. Alors, Johanna, vous êtes plutôt comprendre ou agir? Plutôt agir. Mojito ou pina colada? Oh là là, mojito. Terrain ou bureau? J'aime bien les deux. Télé ou Internet? Internet. Instagram ou LinkedIn? LinkedIn pour le pro et Instagram pour le perso. J'aurais pu dire YouTube aussi. YouTube aussi, oui. Arsène Lupin ou Sherlock Holmes? Arsène Lupin. Mac ou Windows? Mac. Sucré ou salé? Moi, je suis très gourmande, alors les deux. Film dramatique ou histoire d'amour? Histoire d'amour. Chauffage ou électricité? Un chauffage. Et pour finir, parpaing ou sac à main? Un sac à main en
forme de parpaing. Bonne réponse. Merci beaucoup, Johanna. Merci. Je continue à vous remercier pour être de plus en plus fidèles aux épisodes de Parpaing et Sac à main. Ce que je trouve très sympa, c'est qu'apparemment, peu importe que vous soyez issu du secteur du bâtiment ou pas, chacun trouve écho différemment suivant les épisodes. Certains adorent les retours très opérationnels et d'autres ont plaisir à écouter les échanges autour des enjeux et des préoccupations actuelles. Je le répète, désolé, mais vos retours sont très importants, ça permet de progresser à chaque épisode. Et vous avez plusieurs manières de le faire, soit bien entendu via mon LinkedIn perso, Stéphanie Gérifaut, ou sur mes différents comptes pro via ma société Digibat. Si vous les appréciez, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de diffusion, Deezer, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, bref, il est de partout. Alors, c'est basique, mais pas tant que ça, parce que du coup, ça permet au podcast d'être davantage mis en avant sur les plateformes. N'hésitez pas, par exemple, à le faire écouter à vos enfants, ça peut peut-être aussi intéresser des centres de formation pour promouvoir davantage ces métiers. Et surtout, si vous avez dans votre réseau des personnes qui correspondent à l'état d'esprit et aux valeurs de Parpaing Sac à main, alors n'hésitez pas à m'en parler. Allez, à très vite pour un nouvel épisode.